песню Александровский народ. По профессии артисты, по призванию бойцы, расправляет крылья песня и летит во все концы. Расправляет крылья песня и летит во все концы. И поем, и встаем, будем Родине служить. И богатая Россия, наша песня будет жить. И богатая Россия, наша песня будет жить. Наши песни более радость, память пламенных побед. Свет над Волгою рекою и космический рассвет. Наши песни, наша эра, и живые времена. Александровская песня нашей Родине верна. Александровская песня нашей Родине верна. И в бою, и в строю, будем Родине служить. И пока жива Россия, наша песня будет жить. И пока жива Россия, наша песня будет жить. Et donc, me revoyez, me revoilou, ce n'était absolument pas prévu. Donc, je remplace Lilou au pied levé parce que, comme je vous l'ai dit avant le générique, eh ben, elle était tellement fatiguée par ces 3 directs d'hier qu'elle était vidée et elle n'a pas pu assurer l'apéro ce soir. Donc, je la remplace au pied levé et je vais en profiter pour vous montrer une autre entrevue avec le journaliste Laurent Braillard, le citoyen journaliste Laurent Braillard, que vous avez découvert si vous avez regardé la première partie que j'ai diffusée entre 17 et 19 heures avec mon camarade Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste n'a pas pu rester avec moi parce qu'il avait autre chose de prévu ce soir. Et donc je vais en profiter pour vous donner quelques vidéos supplémentaires ou quelques informations supplémentaires par rapport à ce qu'on a dit avec Jean-Baptiste entre 17 et 19 heures. Alors, la première chose qu'on n'avait pas pu passer dans l'émission tout à l'heure entre 17 et 19 heures, on vous a montré avec Jean-Baptiste des photos, quelques photos qu'il avait trouvées sur un site, un fil Telegram qui recense les violations des droits humains par les troupes paramilitaires ou soit par les forces armées ukrainiennes, soit par les troupes, les groupes paramilitaires non officiels d'inspiration d'extrême droite ultranationaliste ou néo-nazi. Et donc, on vous a montré quelques photos et surtout, Jean-Baptiste avait fait la recherche pour montrer les symboles nazis utilisés par ces groupes paramilitaires ou par ces bataillons intégrés dans les forces armées de l'Ukraine. Et je vais vous montrer un petit montage que Jean-Baptiste a réalisé concernant des vidéos, cette fois-ci, des humiliations et du tabassage contre des citoyens prétendument pro-russes ou en tout cas suspects de la part des nationalistes ukrainiens. Donc cette fois-ci, ce ne sont pas des photos fixes, vous allez voir des images animées, mais vous en avez peut-être déjà vu passer parce qu'il y en a eu plusieurs vraiment sur les réseaux sociaux qui ont été diffusés et même dans quelques médias français. Donc je vais vous montrer le montage qu'a fait Jean-Baptiste. C'est absolument écœurant à voir, mais il faut savoir que ça existe, tout simplement.
Alors, j'ai préparé le fichier vidéo et donc, je vais le passer. Voilà. Donc, préparez-vous à avoir des choses pas très reluisantes, mais il faut qu'on sache que ce sont des choses qui se passent régulièrement de la part des ultranationalistes ukrainiens. Здоровья нема, блядь. Ну кому ты, блядь, натрусил, сука, хуйня, ты чепуха, блядь, ебаная. Вы ебало, сука, сейчас его туда заполнили. Папа, блядь. Украинка, блядь. Негидник ты, блядь. Под пули лезут, падло! Падло! Что ты делаешь? Ебашь, ебашь, его ебашь, блядь. Сука! И в жопу ему, блядь, всунуть что-то, нахуй. Тебя расстрелять надо, падло! Что ты делаешь? Ебашь, блядь. Ай, сука! Дай, ты, сука, ты сама Люди заставляешь. это мой отец, да, Гурий Николаевич. Мужик, ну хватит. Ты, падло! Ебашь его, блядь. Ну, бля, ай, блядь. Сука, Ах ты, сука. Voilà, donc quand vous voyez des images... oui, Nizou, oui, bonjour Nizou, c'est toi qui fais les logos pour le boycott bleu de Magie. Donc bonsoir Nizou. Oui, effectivement, vous voyez, quand on voit des images comme ça, j'en discutais avec Jean-Baptiste tout à l'heure quand on a fini notre émission, eh bien, on ne peut plus douter de la réalité des témoignages qui sont donnés, notamment par Laurent Braillard, puisque Jean-Baptiste vous a lu, dans l'émission tout à l'heure, il vous a lu un article écrit en 2015 par Laurent Braillard qui avait rencontré une femme qui avait été victime de torture de la part de groupes paramilitaires. Eh bien, quand on voit des images comme ça, on ne peut pas douter de la réalité des témoignages que Laurent Braillard a collectés et dont il a, comment dire, qu'il cherche à diffuser dans le site Donbass Insider. Je vous ai montré tout à l'heure le site Donbass Insider. Je vais vous le remontrer à l'écran parce qu'il faut vraiment... Ah zut, ça ne marche plus. Attendez, il y a un petit problème. Ah oui, c'est parce qu'il est beaucoup plus... Alors, j'arrive plus à récupérer le site de Donbass Insider, donc je ne peux pas vous le montrer. Mais bon, je vous l'ai déjà montré. Et donc, Laurent Braillard a fait énormément d'articles dans Donbass Insider sur justement les bataillons et les groupes paramilitaires ultranationalistes et néo-nazis. Et quand on voit donc des images comme ça, qui parfois sont filmées par les gens qui font ces brimades et ces humiliations et ces tabassages. Hein. Parfois, ce sont les mêmes gens qui font ça, qui se filment et qui ensuite le diffusent pour montrer à quel point ils vont faire subir des représailles à la population qui, soi-disant, va aider les pro-russes ou soi-disant va aider l'armée russe. C'est en quelque sorte de l'intimidation, si vous voulez. Ces vidéos sont de l'intimidation pour justement faire peur à la population qui pourrait être libérée par les troupes de l'armée russe ou par les troupes de l'armée de la République populaire de Donetsk ou de celle de Lugansk. Donc, vous voyez, c'est vraiment, quand on voit ça, personnellement, moi, c'est la première fois que je le vois. Je savais que Jean-Baptiste avait fait le montage, mais c'est la première fois que je vois ça. Eh ben, j'ai plus aucun doute sur le récit des victimes des tortures. Surtout, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, que ça a été confirmé par des rapports écrits par l'office du Haut Commissariat aux droits humains de l'ONU. Je vous en ai montré des extraits dans l'émission de cet après-midi.
Voilà. Donc, pour cette seconde partie ce soir, eh ben, je voulais vous montrer ces images. Je voulais aussi vous montrer une petite vidéo que Jean-Baptiste avait préparée parce que dans les insignes qu'il vous a montré que les groupes paramilitaires et les bataillons de l'armée ukrainienne utilisent et qui sont ouvertement néo-nazis, donc il avait trouvé un symbole, une armoirie de l'Ukraine qui représente un lion dressé. Et il avait trouvé ce symbole dans une vidéo qui montre une commémoration dans une ville de l'ouest de l'Ukraine qui s'appelle Lvov. Donc, il avait trouvé une commémoration qui se tenait chaque année d'une troupe là aussi paramilitaire qui s'appelait la Waffen-SS. Une troupe de la Waffen-SS qui s'était créée en Galicie, à l'ouest de l'Ukraine. Et là, vous voyez justement des images de cette commémoration, de cette parade qui se tient chaque année à Lvov, dans l'ouest de l'Ukraine. Et Jean-Baptiste m'a dit tout à l'heure que apparemment, elle se tenait chaque année, sauf en 1922. Voilà, en 2022, pardon. Et donc, Jean-Baptiste avait trouvé. Alors, ce que je vous montre maintenant, c'est que cette Waffen-SS qui s'appelait Galicie, du nom justement du district, eh bien, elle a été formée par des nationalistes et des ultranationalistes ukrainiens. Et là, vous voyez la parade qui s'est tenue en 1943 à Lvov. Alors, en fait, on dit Lvov lorsqu'on considère que c'est une ville qui faisait partie de l'Ukraine soviétique, et les nationalistes ukrainiens, eux, ils prononcent Lviv. Vous voyez, un I au lieu d'un O. Et donc, en 1943, eh bien, cette division Waffen-SS Galicie, composée uniquement d'ultranationalistes et de nazis ukrainiens, donc a été formée, et elle a été formée sous l'autorité, à l'époque, du gouverneur allemand du district de Galicie qui s'appelait Otto Wächter. Et c'est celui que vous voyez au centre de la photo. Et la légende dit que il y a aussi un monsieur, un individu qui s'appelle Kubibovitch et qui se trouverait à côté de Otto Wächter. Alors, comme je fais cette émission au pied levé, je n'ai pas eu le temps de vérifier qui était ce Kubibovitch, mais en tout cas, vous voyez que cette division Waffen-SS Galicie, qui était composée de nazis ukrainiens, a été formée en 1943, et à partir à peu près je dirais de la Révolution orange de 2004, il y a eu justement, sans complexe, il y a eu un retour en grâce de ces néo-nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment Stepan Bandera, que je vous ai montré aussi tout à l'heure. Et donc, c'est sans doute à cause de cela que cette parade annuelle à Lvov, qui commémore justement la division Waffen-SS Galicie, c'est sans doute à cause de cela qu'elle pouvait se tenir dans ces dernières années, sauf, d'après Jean-Baptiste, en 1922. Et donc, ce que Jean-Baptiste avait trouvé, c'est une petite vidéo où l'on voit justement défiler ces gens qui commémorent à Lvov la division Waffen-SS Galicie. Donc, je vais vous montrer cette vidéo que Jean-Baptiste a trouvée. Дивизия герой! Donc, vous voyez, ça dure quelques secondes, mais ce que vous avez pu voir et ce qui, moi, m'étonne depuis que j'ai commencé ces recherches, c'est le nombre de jeunes aussi. Et donc, ce n'est pas, comment dire, c'est vraiment une idée. Moi, ce que j'ai compris depuis que j'ai commencé à faire ces recherches, eh ben, c'est que vraiment, il y a une idéologie qui est
qui est quasiment populaire, une idéologie néo-nazie sous le couvert de nationalisme ukrainien, qui est vraiment populaire et qui touche énormément de jeunes, vous voyez. Donc c'est franchement, et ça se situe dans l'ouest de l'Ukraine. Et par exemple, le parti dont j'ai déjà parlé, le parti politique Svoboda, dont vous avez vu le chef qui s'appelle Oleg Tagnibok faire un salut hitlérien, eh bien ce parti, aux élections législatives en 2010, a obtenu le plus gros pourcentage de voix dans cette région-là, dans la région de Galicie, avec cette ville de Lvov. Donc, c'est pas étonnant de voir que jusqu'en 2022, il pouvait y avoir chaque année une commémoration totalement publique d'une division Waffen-SS composée de nazis ukrainiens pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est totalement aberrant, mais ça existe. Et si j'ai décidé de faire ces émissions Stop à l'ukrainisme, c'est pour justement montrer régulièrement que ça existe en apportant des témoignages, soit de personnes qui ont vécu ce genre d'humiliation là, comme vous avez pu voir, soit de journalistes ou de géopoliticiens qui examinent la situation. Et je montre aussi, je vais afficher le commentaire de Corinne qui dit que les images sont hélas impossibles à diffuser sur Facebook car elles n'y restent pas. C'est sûrement vrai, Corinne, mais il y a heureusement bien d'autres moyens que Facebook et il faut les utiliser pour diffuser donc ces images ou ces témoignages. Alors, donc tout à l'heure, vous avez écouté une entrevue de Laurent Braillard avec Xavier Moreau, et donc il expliquait qu'il avait recueilli le témoignage de victimes de torture, soit de groupes paramilitaires néo-nazis, soit de bataillons toujours ultranationalistes qui ont été intégrés dans l'armée officielle ukrainienne, soit qui avait été victime aussi du SBU. Et donc, j'avais préparé une autre entrevue de Laurent Braillard avec cette fois-ci Christelle Néant. Parce que il faut rappeler que Laurent Braillard travaille maintenant avec Christelle Néant dans le site Donbass Insider. Et vraiment, je rends hommage à Christelle Néant parce que plus je lis ses articles, plus je regarde le travail qu'elle fait depuis 2016 qu'elle est installée dans le Donbass, eh bien, plus je trouve que cette femme est vraiment formidable. Donc, je vous mets ici l'adresse du site internet de Donbass Insider. Vous voyez, c'est très simple, donbass-insider.com. Donc, vous allez trouver plein d'articles et quelques vidéos. Et puis, vous allez trouver justement les articles de Laurent Braillard qui expose tous les bataillons et groupes paramilitaires qu'il a pu recenser. Il disait qu'il était arrivé jusqu'à peu près 125 groupes, et vous allez trouver tous ces articles dans le site de Donbass Insider. Et puis vous avez aussi la chaîne Odyssée de Donbass Insider, dans laquelle vous avez des vidéos évidemment. Et donc, l'entretien que je vais vous montrer maintenant, que je vais vous diffuser maintenant, c'est un entretien qui a eu lieu avec Christelle Néant le 25 octobre 2022. Et c'est vraiment très intéressant. 6 mois cette année et pas... Ça se pose quand même. Donc, c'est vraiment très intéressant parce qu'il parle de son travail de reporter de guerre. Il parle des raisons qui l'ont poussé à faire ses missions dans le Donbass. Et donc, j'avais vraiment envie de vous faire partager in extenso, c'est-à-dire sans coupure, cet entretien avec Laurent Braillard. Donc, pour cette seconde partie, qui est encore une fois improvisée, eh bien, il y aura quasiment pas de contextualisation. Il y aura juste les paroles de Laurent Braillard dans cet entretien que j'ai remonté pour qu'il soit un petit peu plus logique. Voilà. Donc, je vous laisse le regarder. Ça dure à peu près 40 minutes et vraiment écoutez-le bien parce que tout ce qu'il dit est intéressant. Ça vaut la peine. Voilà, ça vaut la peine. Et effectivement, comme disait aussi Corinne, ça vaut la peine de diffuser, de partager cette émission si vous le pouvez. Voilà. Parce que je vous rappelle que quand on fait les émissions, Lilou et moi, on a décidé de ne pas utiliser les pages Facebook ou la chaîne YouTube de Julie et Lilou parce que le sujet peut être sensible et nos émissions peuvent être censurées. Donc, c'est parti pour cette entrevue entre Laurent Braillard et Christelle Néant qui date du 25 octobre 2022. À tout à l'heure.
pourquoi être revenu seulement 6 mois cette année et pas un an comme tu avais fait en 2015-2016? Ah, la situation est extrêmement différente. En 2015, je ne suis pas marié. Donc mes enfants sont petits à ce moment-là. Donc effectivement, on pourrait se dire, bon, j'ai des enfants petits, donc voilà. Mais en fait, là, j'ai une épouse, j'ai 3 enfants et j'ai quand même 50 ans. Donc c'est un âge où ça devient pas difficile de courir sous les obus, mais quand même. Donc en plus, dans le travail, nous on travaille tous les jours. Donc il y a un moment donné, au niveau de la récupération, c'est plus pareil qu'il y a quelques années déjà. Et puis surtout, ma femme, en fait, m'avait donné ce temps. Donc elle m'a dit, voilà, elle avait compris que je tournais en rond à la maison. Au départ, elle m'a dit en mars, non mais Laurent, tu n'y vas pas. Et puis au bout d'un mois, elle a dit, bon, vas-y. Donc j'ai donné ma parole que je restais 6 mois. Voilà, je vais tenir cette parole, c'est important. Et puis aussi parce que j'ai toujours été financé par mes proches, des amis et quelques contacts. Donc j'avais un budget quand même assez serré. C'est d'ailleurs, c'est vraiment passé juste. Donc ça faisait peu d'argent, ça faisait 4 500 € pour 6 mois. C'est pas beaucoup, c'est même très peu d'argent en fait. Donc ce budget est arrivé au bout et voilà, donc voilà les 2 raisons. Et puis aussi, quelque part, moi j'ai pas fait le choix de rester dans le Donbass, j'aurais pu faire ce choix. C'est pas le cas, je vis à Moscou et je peux pas rester. Honnêtement, 6 mois c'est énorme. L'effort que ma femme a fait, c'est colossal. Sans elle, j'aurais jamais pu refaire une mission ici. Et je la remercie, sans elle, et sans son amour, jamais j'aurais pu faire ça. Donc, je vais respecter cette parole. C'est quoi ton bilan de ces 6 mois? Écoute, quand même assez positif, mais évidemment, j'aurais jamais pensé revenir là, comme je te disais il y a pas si longtemps. Donc c'était très différent, on en parlera tout à l'heure. Donc le bilan est quand même positif, 6 mois, très intense, évidemment très dans l'intensité, mais aussi dans l'émotion, dans le travail, on a beaucoup travaillé, c'est le cas de le dire. Donc bilan positif, mais très différent de l'année 2015-2016 où j'avais passé un an. Je suis vraiment content d'être revenu, ça c'est clair, comme si je poursuivais cette mission pour finalement la clôturer, parce que je pense que là, j'arrive quelque part au bout d'une 2e étape. Et je regrettais, je pensais souvent au Donbass. Donc pour moi, c'était très important de revenir. Le bilan est très bon quand même. Dans l'ensemble, il y a des choses négatives, mais évidemment, on en parlera tout à l'heure. Voilà. C'est quoi les différences notables entre ta mission de 2015-2016 et celle de 2022? Elle est énorme. Enfin, ce qui s'est passé évidemment 7 ans entre ma première arrivée et puis 2022, l'opération spéciale a tout changé, vraiment en profondeur. Donc déjà, c'est l'intensité du conflit, puisqu'il avait pris quand même il a pris une ampleur quand même de guerre de grande ampleur, avec des forces quand même militaires beaucoup plus importantes, un danger beaucoup plus important, et aussi un changement dans la population. Parce que la population du Donbass, après 8 ans, c'est évidemment pas du tout l'ambiance dans laquelle je suis arrivé. En 2015, c'était quand même un très grand enthousiasme dans la foulée de l'insurrection, on va dire ça comme ça. Donc les gens ne s'attendaient pas du tout à cette longueur de conflit. Donc là maintenant, évidemment, au bout de 8 ans, quelque part, ces gens, on peut dire qu'ils sont fatigués, c'est clair, les populations du Donbass sont fatiguées, et pas que. Donc c'est ça la plus grosse différence, et puis surtout, évidemment, il y avait Zakharchenko, voilà, il a été assassiné par les Ukrainiens. Donc là, maintenant, c'est Pouchiline, donc l'état du Donbass, enfin de la République populaire de Donetsk s'était construit, maintenant c'est la Russie, avec les référendums. Je suis assez content d'avoir été là, justement, pour ce moment-là. Donc on était un autre chef d'État, tout était improvisé, il y avait plein de services qui étaient en cours d'organisation. Je me souviens, par exemple, qu'on était encore avec nos cartes SIM ukrainiennes. Il y avait plein de choses qui ont les premières cartes bancaires de la banque républicaine arrivaient, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Donc je suis arrivé dans un état qui était organisé, alors qu'en 2015, c'était vraiment... tout était à faire, tout était à réaliser, et puis c'était le début du combat. Même si on ne se rendait pas compte. Et ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, les gens me demandaient tu crois que ça va durer combien de temps? Et je leur disais longtemps. Mais dans ma tête, longtemps, c'était pas forcément 8 ans, ou 9 ans, ou 10 ans, c'était, je sais pas, quelques années. Là, quand même. Donc c'est ça la grosse différence, c'était changement d'époque, changement de personne,
changement de situation et changement de guerre. Ouais. Et puis oui, mais au niveau danger, même à Donetsk même, hein, puisqu'on a vu que là, le centre de Donetsk a été quand même lourdement bombardé depuis le début de cette année, et chose qu'on n'avait pas vue depuis le début du conflit, en fait, quasiment. Donc ça, c'est un très très gros changement. Sur quoi tu as le plus travaillé pendant tes 6 mois ici? J'ai fait quelque chose de complètement nouveau que je n'avais pas fait à l'époque. C'est d'abord, c'est les bataillons. Donc ça, j'ai creusé, c'est pas fini, je pense que je ferai un Alors, livre. quel bataillon? J'en ai publié, je crois, j'en ai plus de 124 ou 125 dans ma liste. Bataillons ou légions ou compagnie, etc. Ukrainienne, on précise, hein, donc dans les bataillons dits spéciaux, comme on les appelle. Voilà, ou bataillons de représailles pour ceux de 2014, etc. Oui, il y en a beaucoup, hein. Donc ça, c'était vraiment un travail pour moi qui m'a ouvert aussi les yeux moi-même sur la nature. Alors je le savais, mais quelque part, rentrer dans cet antre du mal, là, c'était très intéressant. Donc j'ai fouillé les bataillons, j'ai fouillé ceux du passé, Haïdar, Tornado, Chartar, Sainte-Marie, Dniepr, Adienva, Kiev, Adienva, Mirodvorets et plein d'autres encore. Je crois que j'ai publié la compagnie des volontaires juifs Ouda, etc. Kraken, qui est un nouveau bataillon. Les étrangers, avec les Biélorusses, il y a 3 articles. Les Tchétchènes, il y a 2 articles, Tchèque Mansour et Djokhar Doudaïev. Là vient la Légion géorgienne. J'ai beaucoup plus étendu mon spectre de recherche. C'était super intéressant parce que du coup, ce travail-là, alors évidemment, c'est énorme. C'est presque un travail universitaire. Je pourrais faire un doctorat même là-dessus. En France, je pense pas qu'on m'accepterait pour le faire, mais bon. Notamment Cécile Vessy, je pense que ça pas d'accord pour me prendre. mais c'est super intéressant, je vais continuer parce qu'il y en a encore beaucoup. Et c'est surtout démonter la propagande où on racontait qu'il n'y avait que Azov. Ouais. Les gens en Europe, ils connaissent Azov. Certains vont savoir qu'il y avait Haïdar ou Donbass. Ou secteur droit. Oui, voilà, encore que c'est... Alors ça, c'est encore autre chose, je l'expliquerai parce que Prévis Sector a fondé un truc, j'ai pas encore écrit là-dessus, c'est tellement un gros morceau que j'ai pas encore attaqué. Ils ont fondé une organisation qui s'appelle le Djouk, et qui est calquée sur l'organisation de la Waffen-SS, mais vraiment pile poil, avec tous les services. Et il y avait 5 bataillons et 20 de réserve. Maintenant, il y en a 9, et autant de réserves. Donc c'est un très gros morceau, et c'est une armée qui est restée indépendante jusqu'en 2022. Donc cela, personne n'en parle jamais. Et pourtant, on est dans les pires bataillons de l'Ukraine. Donc voilà, ça c'est un gros travail. Le deuxième, SBU, je suis un peu déçu de ne pas pouvoir avoir accroché beaucoup de gens qui ont été inquiétés, torturés, voilà, emprisonnés par le SBU. Mais bon, j'en ai fait quand même quelques-unes encore. Ça, c'était mon travail de 2015-2016, donc il se raccroche. Là, hélas, on a manqué une interview. La pauvre dame a fait un AVC. J'espère qu'elle va s'en sortir. Enfin, voilà. Mais SBU, et puis ensuite, j'ai fait ce que j'ai toujours fait. Donc, en 2015-2016, j'ai suivi des gens, j'ai fait des portraits de gens du peuple du Donbass. Donc, vraiment toutes sortes de gens, des modélistes, un figuriniste, un fromager, une jeune fille, une jeune lycéenne, etc. Des grands-pères, des grands-mères, et puis l'humanitaire. J'ai suivi l'humanitaire parce que ça a toujours été le plus intéressant, parce qu'on va dans des coins du front où personne ne va jamais. Donc ça, c'était très intéressant. J'en ai pas fait assez, mais les conditions de la guerre ont fait que ça devient compliqué d'aller au front. Ça devient très dangereux. Au niveau des bataillons, tu t'attendais à ce qu'ils soient aussi nombreux, en fait, au départ, ou tu as été surpris Surpris. Ouais. Parce que moi-même, j'étais pollué par la propagande ukrainienne, qui nous parlait... Alors après, il y a les plus scandaleux qui ont explosé à la face des médias. Comme Tornado, quoi. Voilà, comme Tornado, ou Haïdar. Mais en fait, il y en a beaucoup d'autres. Et en fait, il y a 3 organisations. Il y a les bataillons du ministère de l'Intérieur, les bataillons du ministère de la Défense et les bataillons de défense territoriale. Et ensuite, des unités comme le Djouk, etc., purement organisées par des partis, voilà, par des gens par rapport à une appartenance ethnique, comme j'ai parlé, dont j'ai parlé avant. Comment est-ce que tu penses que la guerre va évoluer ? Alors moi, je le dis depuis longtemps. Des fois, on n'est pas tout à fait d'accord entre nous. Elle sera longue. C'est une guerre qui maintenant n'est plus une guerre du Donbass.
On parle souvent du Donbass, mais maintenant ça n'a plus rien à voir. On est une guerre de la Fédération de Russie et ses alliés contre l'OTAN. Donc on est sur une guerre où là on s'élève. Les moyens de l'OTAN sont colossaux. C'est quand même une alliance des pays parmi les plus riches au monde. Ils ont des moyens, ils ont beaucoup d'argent. Et puis qui compte le pays qui a la plus grande armée et le plus grand budget militaire au monde. Hein, les États-Unis, je le rappelle, quand même, ont un budget militaire qui, je crois, fait le total cumulé de de plus que tout le reste de l'OTAN, et je crois même plus. Il faudrait encore ajouter la Russie et d'autres pays pour arriver au total. Donc on a changé évidemment d'échelle, on est dans une guerre qui va marquer l'histoire, qui va vraiment rester dans le livre d'histoire. Hein. C'est pas la guerre des Malouines ou une opération de la France au Mali. Hein. Donc on est sur une guerre qui va vraiment rester dans le livre d'histoire, qui va marquer le siècle et qui va être longue, de mon avis. La Russie ne peut pas, de mon avis, perdre cette guerre. Déjà parce que, contrairement à ce qui est dit, elle est dans son bon droit. Elle est l'agressée par le Maïdan. Parce que c'est vraiment une attaque, bon je ne veux pas rappeler les faits, mais bon, c'est le développement et l'avance de l'OTAN aux frontières de la Russie, et qui s'attaque à, entre guillemets, des territoires historiques ou satellites, ou du moins aux marches de la Russie. Qu'elle avait promis d'ailleurs de ne pas s'étendre, alors que l'OTAN avait promis de ne pas s'étendre à l'Est. Et ensuite, elle sera longue parce qu'évidemment, il y a une masse d'argent énorme qui est en face de nous, qui permet des financements nombreux de toutes sortes d'armes, même si, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais elle sera longue. Là, elle a déclenché une mobilisation partielle en Russie. De mon avis, il y en aura peut-être même encore une ou deux autres de mobilisation. L'Ukraine va poursuivre ces mobilisations de son côté. D'autres encore mercenaires, etc. vont arriver. On va peut-être mobiliser les femmes, et puis après, ça sera quoi bon. Donc la guerre sera longue. Je ne vais pas m'avancer à dire, parce que c'est quand même très difficile toujours de faire des pronostics, mais elle sera longue. Et j'ai compris ça pas tout de suite. Au début, je pensais qu'elle était rapide, comme tout le monde. Mais on va dire un peu avant que j'arrive ici, et surtout quand je suis arrivé ici, j'ai compris que ça ne serait pas le cas. Ça serait une guerre longue. Longue qui, 2023, 2024, 2025, voilà, il faut s'attendre à ça. Voilà, tu as fait tes 6 mois, mais est-ce que tu penses revenir dans le Donbass par après? En fait, c'est compliqué cette question-là, parce que déjà à l'époque, en 2016, je me demandais, mais quand est-ce que je vais revenir? Je reviendrai de toute façon, au moins pour la parade de la victoire. Est-ce que mon destin me reconduira encore à travailler dans le Donbass? Je vais pas. À l'époque, j'avais dit non. Donc là, je vais pas dire non, parce que finalement, je suis revenu. Donc, quelque part, il y a une partie de moi qui me dit j'ai envie d'y retourner. Et je sais par contre qu'il y a ma petite famille, mes 3 enfants, ma famille, ils ont beaucoup stressé. Mes parents surtout. C'est marrant parce qu'il y a eu une dichotomie entre 2015, ils ne sont pas rendus compte là où j'allais. Ils ne sont pas tellement inquiétés en fait. Ils n'ont pas tellement suivi. Là, avec tout ce qui se passait dans le monde et la propagande qui était à l'œuvre en France, les miens sont énormément inquiétés. Et puis il faut quand même être raisonnable, mais c'est vrai qu'il y a une part de moi qui ressonnerait bien en bas pour faire une mission, mais ça, Dieu décidera. Ok. Est-ce que tu vas revenir en France? Est-ce que tu risquerais quelque chose là-bas? Et puis peut-être parler un petit peu de Miro Dvorets pour ceux qui ne connaissent pas ce site. Eh bien, non, je ne vais pas revenir en France. C'était le projet, hein. Quand j'arrive ici au mois d'avril, je dis, bon, après, retour en France, etc. Là, maintenant, avec ce qui est arrivé à Adrien Bocquet et la nature de cette guerre et le soutien du gouvernement et aussi tout ce qu'on peut voir apparaître, les attaques contre le Donbass Insider, parce que c'est la première fois qu'on a vu des médias d'importance nationale s'attaquer à Christian Léon au Donbass Insider. C'était jamais vu, ça, hein. Et pas que, hein, parce que ces attaques ont d'ailleurs ont été coordonnées avec la publication d'un rapport en anglais par un espèce de think tank financé par des trucs de l'OTAN. Donc là, ça monte quand même, Oui. ça commence à grimper assez haut quand même. Hein. Alors, à l'époque, quand je rentre, j'ai eu des tracasseries et des répressions douces. Faut quand même que je raconte, c'est-à-dire ce procès de 2016-2017, des gens... Ça, c'est mes enfants qui le racontent. Hein. Des gens ont trouvé mon ex-femme. Il y a eu un procès qui a démarré quand j'étais dans le Donbass.
qui s'est terminé en janvier 2017 et qui s'est politisé. Donc dans ce procès sort le bouquin de Cécile Vessier dont j'ai parlé tout à l'heure, Laurent Braillard, l'agent du Kremlin. Heureusement, ce procès, je l'ai gagné. C'était quand même une balle qui est passée très près, hein, parce que il était question que je perde la paternité de mes enfants. C'était très très grave. Donc à l'époque, déjà, j'avais compris qu'ils étaient extrêmement dangereux parce que c'était mon talon d'Achille. J'ai des défauts, des qualités comme tout le monde, mais j'étais finalement impressionnable que par ce biais-là. C'est une raison par ailleurs où j'ai finalement disparu après un certain temps, parce que franchement, ça m'avait vraiment fait peur. Perdre la paternité de mes enfants, ne plus les voir, c'est quand même terrible. Donc, et puis derrière, il m'avait fermé mon compte en me demandant mon passeport. D'ailleurs, la Société Générale, je les cite, la Société Générale, qui me demandait mon passeport. J'étais dénoncé, hein, ça c'est clair. Pôle emploi et un contrôle fiscal. Là maintenant, je pense qu'on va être plus sur ces petites tracasseries. Hein. Bah oui, parce qu'il n'y a pas eu qu'Adrien. On voit que Aline Alip en Allemagne, elle est menacée de 3 ans de prison. Ils ont fermé son compte bancaire, celui de sa mère, celui de son père, et ils ont menacé d'arrêter sa mère. Sonja van den Ende, qui est une journaliste néerlandaise, elle est menacée aussi dans son pays, donc elle ne peut pas rentrer non plus aux Pays-Bas. Donc on voit que la situation dans les pays dits démocratiques, hein, comme ils se plaisent à s'appeler eux-mêmes comme ça, c'est pas tellement ça. Donc tu penses clairement que si tu rentres en France, là, ça serait carrément d'un autre niveau. Quoi. Bien sûr. Alors, quand même, juste pour la petite anecdote, c'est que pendant 4 ans, entre 2016 et 2020, donc je passais par la Suisse, et ensuite par des cols non surveillés, mais c'est vrai ça, c'est pas sorti de mon esprit. Eh bien, on venait me chercher, et par ces cols non surveillés, ben, je passais en France. Je me suis toujours, déjà à cette époque, vraiment méfié. Alors, s'ils avaient voulu me trouver, probablement qu'ils m'auraient trouvé. Mais là, vu l'intensité, ça suffirait même pas. Hein. Je pourrais rentrer en France, sûr, hein, en passant par les fameux cols dont je ne dirais pas les noms, ni où, ni voilà. Parce que c'est une vraie passoire, hein, la frontière franco-suisse. Mais après, ces gens sont dangereux. On l'a vu pour Adrien. Ils l'ont suivi, ils l'ont trouvé. Ils ont trouvé son hôtel à plusieurs reprises et ils l'ont attaqué. Donc on ne va pas prendre de risque. Et je vais attendre que la paix arrive. Donc je suis probablement... on va dire, je suis déjà un exilé pour plusieurs années, ça c'est sûr. De toute façon, j'ai pas l'intention de vivre en France depuis longtemps. Puis de toute façon, on reçoit des menaces régulièrement, toi comme moi. Très nombreuses. Très très nombreuses, et dans les commentaires et par email. Peut-être parler un petit peu du site Miro Dvorets, parce qu'en fait, ben, toutes les personnes, toi et moi y compris, ben, on est dessus. Qu'est-ce que c'est que ce site, pour ceux qui savent pas ce que c'est? Ah oui, j'ai oublié d'en parler parce que tu m'as posé la question. C'est une liste qui a été créée, je ne me souviens plus le nom de ce type, mais en fait c'est un financement de l'OTAN. Le site est hébergé en Virginie, aux États-Unis. Il y a aussi une antenne en Pologne, je crois que c'est à Varsovie ou Cracovie, je ne me souviens plus. Et c'est une liste qui référence tous les ennemis de l'Ukraine. Mais attention, c'est une liste qui... Alors, les ennemis de l'Ukraine, c'est qui? C'est d'abord, et c'est le gros du site, les soldats. Donc ça, c'est quelque chose de très nouveau dans l'histoire militaire, où le soldat, en fait, comme il y a une opération terroriste qui a été votée, enfin antiterroriste qui a été votée par l'Ukraine, donc tous les insurgés, tous les soldats qui sont venus combattre dans le Donbass, et même l'armée russe, sont des terroristes. Donc ils sont dans cette liste. Ensuite, il y a tous les journalistes, tous les politiques, tous les artistes, acteurs, etc., n'importe qui, donc du monde entier, qui sont inscrits dans cette liste à partir du moment où ils ont dit quelque chose de négatif et de contre le Maïdan, contre l'Ukraine, ou donner un point de vue, on va dire, qui les dérange. Et c'est une liste qui, c'est-à-dire qu'on est menacé par cette liste, et cette liste a provoqué des morts. Alors pourquoi elle a provoqué des morts, cette liste-là? Parce qu'il faut expliquer un petit peu, parce que c'est pas juste une liste de noms, en fait. Non. Parce qu'ils publient, alors, nos crimes, entre guillemets. Moi, je suis apparu en novembre ou décembre 2015 dans cette liste. Et toi, juste après... 2016. Voilà. Ouais. Ils publient les adresses, s'ils les ont, les numéros de téléphone, les adresses email et le plus d'informations possible. Parfois même les scans de passeport qu'ils ont obtenus, entre autres, moi j'ai été assez surprise de découvrir qu'ils avaient même le numéro de code VIN de mon ancienne voiture, donc celle qui a été détruite, qu'ils ont obtenu grâce à des complicités à une époque, non, au sein de
des gardes frontières de la RPD quand j'avais fait importer ma voiture pour pouvoir l'immatriculer en RPD. Donc j'ai dû lui faire repasser la frontière pour faire les papiers d'importation. Et en fait, eh bien, à cette occasion, ils avaient une taupe dans ces services, donc qui depuis ont été nettoyés. Et donc leur avait fourni toutes les informations, y compris l'heure exacte de mon passage. C'est assez terrifiant quand même quand tu vois ça. Bah, ils ont tué le fameux, ça avait fait un scandale énormissime, c'est Bouzina, le fameux journaliste. Son adresse a été publiée. Quelques semaines après, il était mort. Daria Dugina, ses données étaient publiées, 1 mois et demi après, elle était assassinée. Et ils sont pas les seuls, hein. Il y en a eu plein d'autres. Il y a même des enfants, je tiens à signaler, hein, pour ceux qui le savent pas. Il y a même des enfants, comme Faina Savenkova, qui sont listés sur Mirodvorets comme étant des ennemis de l'Ukraine, parce qu'elle dit que l'armée ukrainienne bombarde des civils. Voilà, ça vous donne un peu le niveau quand même. Oui. Alors moi, j'y suis allé il n'y a pas si longtemps, je sais plus ce que je cherchais, enfin bref, parce que vous allez voir, en plus c'est une page, c'est horrible, hein, parce qu'on a des cadavres de Russes. Je sais même pas comment un site comme ça peut être encore en ligne, et surtout ce qui est inadmissible, c'est que par rapport aux droits de l'homme, par rapport aux droits d'expression, c'est terrible parce que ce site n'a jamais été attaqué, jamais dénoncé. Aucune organisation, aucun gouvernement officiel en Occident s'est attaqué à ce problème-là. C'est-à-dire que... Alors l'Allemagne l'a fait à une époque, quand il y a eu justement la fuite de la liste des journalistes qui avaient été accrédités en RPD en 2014-2015. Et en fait, quand des journalistes occidentaux, et entre autres un journaliste allemand, ont commencé, eux, à recevoir des menaces, donc ils travaillaient pour des mainstream allemands, alors là, l'Allemagne avait gueulé, et Mirodvorets avait fermé pendant quelques mois avant de réouvrir. Je le vois même pas, tu vois. Ouais. Mais enfin, cette liste, maintenant, ils sont nommés la liste Kill, c'est pas une plaisanterie. On voit, par exemple, pour Adrien Bokeh, c'était en Turquie qu'il a été attaqué. Donc, c'est une police politique et des services secrets. Donc, ils peuvent aller partout. Il y a une diaspora ukrainienne partout dans le monde et en France. Il y en a une, elle n'est pas forcément la plus importante, mais c'est des gens qui sont dangereux, qui ont en plus maintenant passé des lignes et qui se sentent soutenus par tout l'Occident. Donc maintenant, tout est permis. Assassiner par exemple Daria Dugin, ou si le coup contre Adrien Bokeh avait réussi, mais personne dans le grand nom français, par exemple, pour Adrien Bokeh, n'aurait protesté. Ça serait passé à l'as sur 1 ou 2 articles, et puis on balaye et on passe au suivant. Pour expliquer comment ça fonctionne un peu plus, par exemple, quand on part sur un reportage, que ce soit à 2 ou tout seul, en fait c'est une journée où on va être sur le terrain, ou parfois 2 journées, ou même plus, et on travaille, on ramasse le matériel. Dans mon cas qui prend beaucoup de photos, derrière, par exemple, je suis revenu de Sartana et Mariupol avec 1200 photos. Donc derrière, il faut encore se plonger sur ce tri-là. Donc finalement, c'est un travail où on va aller sur le terrain. C'est presque le repos puis la joie. Mais après, c'est moins drôle. Il faut toutes les vidéos, faire le tri, regarder, parce qu'il faut tout re-regarder, toutes les photos. Voilà. Donc c'est pour expliquer aux gens, c'est pas évident. Et en fait, on ne se repose jamais. Parce qu'on a toujours le cerveau qui est mobilisé par tel ou tel truc. Bah, puis rien que le Telegram, en fait, comme l'animation du chat Telegram, enfin de la chaîne Telegram est permanente et quotidienne, et bien tous les jours, en fait, il y a du travail, même les jours où on va sur le terrain, donc ça veut dire le matin au réveil. Essayez au moins de vous choper quelques news avant de prendre la voiture, de faire parfois 1, 2, voire 3 heures de route. Parce que quand on descend à Mariupol, ça fait quand même ça fait bien 2h30 de route pour aller jusqu'à Mariupol, donc aller-retour 5 heures au volant. C'est Bibi qui est au volant, hein. J'ai pas de chauffeur pour conduire à ma place, donc ça aussi c'est du boulot, c'est de l'épuisement, c'est de la fatigue physique. Quelle différence toi tu vois au niveau de notre auditoire entre celui qu'on avait en 2015-2016 et celui qu'on a maintenant en 2022? Bah, c'est assez clair, en 2014, 2015, 2016, l'auditoire était plutôt un auditoire entre guillemets spécialisé, très au courant, qui suivait différentes personnes, que ce soit des activistes ou réinformateurs ou de différents bords politiques, que ce soit François Asselineau, que ce soit enfin tout un tas d'autres, des Soraliens, des gens beaucoup plus à gauche. Bon. À cette époque-là, il y avait la présence d'Olivier Berruyer, très importante, Michel Collomb, évidemment. Donc tout un tas de gens qui étaient très informés, formés même politiquement, et qui étaient très au courant de tout ce qui s'était passé. Entre autres du Maïdan, par exemple. Voilà.
Ils avaient suivi le Maïdan, ils avaient compris ce qu'était le Maïdan. Il y avait une certaine connaissance aussi de l'Ukraine, de la Russie, et voire même du Donbass. Donc là, maintenant, il y a eu plusieurs vagues différentes. La première, c'est les Gilets jaunes. Donc, qui a apporté un nouveau public de gens qui se sont éveillés pour des raisons complètement différentes, qui sont inhérentes à la France. Et puis ensuite, évidemment, la deuxième vague, c'est le Covid. Donc là, qui est une énorme vague. Donc c'est des gens qui, qu'on parle de cette vague des Gilets jaunes ou de cette vague du coronavirus, puis ensuite d'une vague de l'opération spéciale russe, sont des gens qui sont, entre guillemets, dans la résistance depuis quelques années seulement, qui autrefois, peut-être pour des raisons X ou Y, ne s'intéressaient pas trop à ce qui se passait, mais qui ont été touchés dans leur quotidien par ce qui se passait en France. Donc forcément, des gilets jaunes en passant au coronavirus, et puis eh bien, les gens ont commencé à réfléchir, et le conflit ayant pris une intensité énorme, il y a une foule de gens qui sont arrivés, et de bords extrêmement différents, je tiens à le dire. Hein. Donc ça va évidemment de l'extrême gauche, on va dire à l'extrême droite même si le mot extrême droite est un peu, c'est pas trop clair maintenant qui est d'extrême droite, ou voire même d'extrême gauche. Comme on sait, la gauche classique ne veut plus rien dire, par exemple, donc on pourrait parler plus pour cette extrême gauche de vraie gauche, voilà. Donc un public très divers, pas forcément au courant de ce qui s'était passé. Donc on le voit surtout avec le public qui arrivait avec l'opération spéciale, alors le Donbass, ou voire le coronavirus, le Donbass complètement inconnu. Il y en a beaucoup qui ne savaient même pas qu'il y avait une guerre là-bas, ou le Maïdan s'était passé dans l'information, peut-être qu'ils avaient entendu le mot, mais sans plus. Donc très énorme différence, avec des gens vraiment il y a tout le panel politique. Mais vraiment, à part évidemment les gens qui sont de la gauche caviar, ou les macronistes européistes, ceux-là évidemment ne sont pas nos amis, mais voilà, ils sont arrivés de partout, de toutes les régions de France, et puis du Canada, d'Afrique, beaucoup d'Africains. Ouais. Alors, on le voit dans les statistiques, on a de plus en plus de lecteurs et d'auditeurs qui viennent des pays d'Afrique, d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient aussi. Moyen-Orient, j'ai vu Liban, Syrie, on a des lecteurs aussi là-bas. Donc c'est assez impressionnant, on a vraiment diversifié, beaucoup de lecteurs en Amérique du Sud aussi. Oui, et on peut rajouter le Canada, le Québec, parce qu'autrefois c'est quand même un endroit, je ne me souviens pas avoir rencontré beaucoup de gens qui s'intéressaient à ça, puisque l'Ukraine au Canada, c'est plutôt le côté Kiev que le côté Donbass. Haïti aussi, les Caraïbes. Quelques amis d'ailleurs qui sont arrivés dans mon groupe, qui viennent des Caraïbes. Donc souvent dans Outre-mer, quelque part c'est très lointain, vraiment très lointain. Donc il n'y a pas beaucoup de gens. Maintenant, j'ai même été contacté par des gens de la Réunion, de la Nouvelle-Calédonie, etc. Donc oui, ça c'est vraiment... Et cette différence d'auditoire par rapport à 2015-2016, comment nous on l'aperçoit en fait ici, enfin dans nos interactions, on va dire, avec l'auditoire? C'est très compliqué. Parce que justement, comme ces gens arrivent souvent depuis peu dans ce combat-là, dans cette compréhension de ce qui se passe ici, ils sont encore dans des combats franco-français, ou bon, pour les Belges, etc. Bon. Donc, de fait, ils ont une difficulté parfois à s'élever et à comprendre que ce conflit, il est au-delà de beaucoup des petits intérêts qu'on peut avoir en France, ou en Belgique, ou en Suisse, ou n'importe où. Donc c'est compliqué parce qu'ils sont politiquement marqués, comme j'expliquais, et parfois ça crée des confusions, voire des conflits dans notre propre auditoire, et des difficultés pour nous d'essayer d'expliquer que le combat, en fait, maintenant n'est plus du tout au niveau, on va dire, de la simple France ou de la simple Belgique, mais c'est élevé de manière supérieure, mais vraiment très haut, et que ce combat concerne tout le monde, en fait, quelles que soient les couleurs politiques. Et on le voit aussi dans la façon dont les gens réagissent, en fait, entre autres au retrait de l'armée russe de certains territoires, etc. On voit des réactions qu'il n'y avait pas, par exemple, au tout début de la guerre. Oui, alors, ça, si je peux me permettre, c'est aussi parce qu'on est dans un monde où la France, particulièrement, mais aussi la Belgique, le Canada, etc., la Suisse, on est dans un monde qui s'est mondialisé, où l'information va très vite, et où tout le monde est pressé, et où tout doit se faire très rapidement. Et on a oublié ce que c'était qu'une guerre intense. Et surtout, eux, ils n'ont pas vécu cette guerre ici, évidemment, de 8 ans. Donc, dans leur esprit, comme en 1914, les Français se croyaient à Berlin à Noël, et les Allemands à Paris à Noël.
En fait, ça a duré plus de 4 ans. Pour la Seconde Guerre mondiale, c'est à peu près le même schéma. Donc à chaque fois, il y a une incompréhension, mais pourquoi ça va pas plus vite? Pourquoi Et c'est une guerre, donc il y a des échecs qui sont à prévoir chez les Russes, chez les Ukrainiens, des rebondissements, des batailles perdues, des batailles gagnées, et après des batailles... Là, pour l'instant, on a eu, je dois quand même le dire, les succès ukrainiens restent limités tactiquement. Et il y a ici une difficulté à l'auditoire qui n'a pas de connaissances souvent stratégiques ou militaires, ou qui sont pas venus ici, pour se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et de très loin, en plus, il y a un curseur qui dérange tout, c'est la propagande. En Occident, les gens, qu'ils le veuillent ou non, ils sont pollués par cette propagande, soit par les radios, soit chez des amis ou dans la famille, par la télé. La télé, ouais. Et du coup, ils ont une difficulté quand même à rester, on va dire, serein ou calme, et derrière, ils sont dans l'émotion tout de suite de cette propagande qui leur arrive en pleine face, et ils se disent, oh là là. Donc c'est très compliqué pour nous. Autrefois, il y avait plus de profondeur. Alors je ne dis pas que cet auditoire est mauvais, hein. Bien loin de là. On est super content qu'il y ait tous ces gens avec nous et de tous les bords, parce qu'on a toujours dit que nous, la politique franco-française ne nous intéressait plus. Le combat est bien au-dessus. Mais c'est compliqué, très compliqué. Je pense que les gens quand même, avec le corona, je pense que le corona quand même a fait un boulot positif pour nous, pour la cause. Et je pense que les gens, au fur et à mesure quand même, vont, j'espère, hein, pour beaucoup d'entre eux, voilà, s'élever eux aussi dans la compréhension de ce qui se passe. Mais c'est compliqué. Hein. Mais c'est compliqué, ouais. Quelle évolution tu envisages pour justement Donbass Insider? Eh bien, j'espère que, je sais que ça c'est très important de dire aux auditeurs et aux lecteurs de Donbass Insider qu'il y a un travail que vous ne voyez pas de Christelle. C'est que depuis quelques mois maintenant, il y a eu une réorientation nécessaire vers le monde russe. Donc Christelle fait beaucoup d'interviews pour tout un tas de médias qui sont russophones, russes, etc. Et même d'autres qui ne le sont pas. Donc il y a une réorientation. Enfin, je pense que ce chemin, je le souhaite pour toi, et puis même pour moi, voilà, travailler. Maintenant, la France, on va dire, c'est pas terminé, bien entendu. Mais avec toutes les sanctions, tes financements comme tu as deviennent très compliqués, même si les gens ont toujours été généreux, mais ça reste quand même très limité. Parce que je pense que si tu faisais une liste de tous les gens qui t'ont soutenu, on est peut-être sur quelques centaines de personnes à peine. Ouais. Donc c'est peu de gens, c'est quand même, on a combattu avec 3 bouts de bois, un couteau suisse, et puis voilà, hein, c'était ça. Hein. Le combat de Donny et du Donbass Insider, et c'est toujours ça. Hein. Donbass Insider. Donc là, je pense que, j'espère que les Russes, je sais que tu es sur ce chemin-là, que tu commences aussi à écrire dans certains médias russes, et que tu as une belle audience, un bel auditoire, maintenant tu es visible. Donc j'espère que tu vas pouvoir faire ce chemin, être officialisé comme agence, avoir un financement et pouvoir travailler dans les bonnes conditions, parce que pour l'instant, c'était quand même, on est allé à la bataille quand même dans des conditions assez folles. Hein. Je pense que la plupart des gens qui ne l'ont pas vécu auraient pu se dire mais ils sont complètement fous. Et même nous, je sais pas si quand même, on y serait quand même allé parce qu'on est quand même bien, bon voilà. Mais compliqué quand même. Hein. Donc je souhaite que cette évolution se fasse, mais il faut que les gens ils sachent que il y a un énorme boulot de Christelle qui est en russe pour les Russes. C'est pour ça que, bon, là, vous voyez un peu moins d'articles de ma part, parce qu'il y a un gros travail derrière, à essayer justement un peu de mobiliser côté russe. Ça prend du temps, hein, parce que bon... Bah... Voilà, est-ce que tu as quelque chose que tu veux dire à nos lecteurs, à nos auditeurs, voilà, ceux qui nous suivent? Déjà, évidemment, je vais commencer par eux, puis après par toi. Déjà, je voudrais vous dire déjà merci à tous. C'était pas évident le retour parce qu'il y avait peu de gens qui me connaissaient encore, puisque ayant disparu entre guillemets pendant toutes ces années, bon, voilà, j'avais sombré entre guillemets dans les lames de l'histoire du Donbass. Et c'était pas important parce que j'ai jamais cherché ni les honneurs ni quoi que ce soit. Mais c'était pas facile parce que même je pense pour toi. En tout cas, l'accueil des auditoires a été, dans l'immense majorité, très positif. Il y a plein de gens qui ensuite ont commencé de me suivre. J'ai rencontré plein de gens de ton auditoire qui sont venus à moi. J'ai répondu, je me fais même quelques amis. Donc, mais je voulais vous dire qu'il faut être patient. Vous avez vraiment besoin, on a besoin de patience dans cette guerre. Ça va être long. Non seulement cette guerre, mais il faut comprendre qu'en plus, il va y avoir, même si par exemple,
c'est même sûr, la Russie va gagner cette guerre, mais après, il y a un deuxième combat qui est celui de la France et de l'Europe. Donc nous sommes qu'au début d'une grande aventure. Il va falloir de la patience, de la ténacité, de la résilience, et il faut absolument, on a besoin de vous tous encore, pendant longtemps, vraiment, et je pense qu'il faut, je vous demande, enfin, j'essaie de lancer ce message, je sais que c'est très compliqué, oublions un peu nos différences politiques qui finalement n'ont plus guère d'importance, d'autant qu'elles servent l'ennemi. Je vous dis qu'en fait, ces combats politiques internes franco-français ne servent plus à grand-chose. Maintenant, c'est plus l'enjeu politique franco-français, on est bien plus haut. Il faut oublier un petit peu ça. On peut avoir des différences, il faut être tolérant, vraiment tolérant. On s'est fait un petit peu manger le cerveau, je pense, par le fait que, en voulant nous faire croire que nous étions des ennemis politiques parce qu'un tel est à gauche, l'autre est à droite, l'autre est extrême gauche, etc. Et puis toutes ces étiquettes qu'on a en France et en Europe, lui c'est telle chapelle, l'autre c'est telle. Il faut oublier tout ça. Et je crois que ce qui est bien dans le Donbass Insider, c'est justement cette chance que pour une fois, il y ait tous ces gens d'obédience et de sensibilité différentes qui se rassemblent. On est très différents, mais c'est ce qui rend aussi assez sûr, parce qu'on est politiquement, justement, nous deux, pas du même bord. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a su ici et démontrer que c'est possible. Oui. Parce que moi, je l'ai dit, j'ai quand même une petite origine russe blanche qui traîne un peu dans les coins. Et voilà, toi qui es communiste, ça fait une énorme différence. Et qu'on a balayé par cette cause, et qui finalement nous a fait comprendre que tout ça n'avait pas d'importance. Et que ce qui se passe en France au niveau de la politique, si c'est Tartampion qui est élu ou je ne sais qui, ça n'a plus aucune importance. Maintenant, ça se passe autre part, il va falloir... nos ennemis sont toujours les mêmes. L'OTAN, l'Union européenne, des lobbying, des banques, bon, ce qu'on peut appeler l'ordre mondial, mais je sais pas, j'aime pas trop ce mot, mais je pense que, bon, voilà, je connais que celui-là, mais il y en a sans doute d'autres, globalisme en russe, mondialisation en français. Voilà, ce sont nos ennemis, le reste n'a pas d'importance. Et par ailleurs, pour conclure, par exemple, c'est un pays, enfin le Donbass a vécu, je me souviens, les distributeurs de banques prenaient la poussière, il n'y avait plus de banque, il n'y a plus d'assurance. Tout ça, on n'en a pas besoin. Ensuite, ils ont tout recréé, leurs propres assurances, leurs postes, etc. Donc c'est possible, il suffit d'en avoir la force, et je suis sûr que dans le peuple français, il y a cette force. Ça prendra son temps. En tout cas, c'est le message d'espoir que vous lance le Donbass. Alors, Christelle a dit évidemment que ça a été un prix énorme à payer. Il ne faut pas se leurrer pour se débarrasser des gens qui ont mis la main sur la France et sur beaucoup de pays dans le monde. Il n'y a pas d'autre moyen. Ouais. Et les résistances, ça peut être de toutes sortes. Résistance passive, autre façon de consommer, etc., etc., etc. Enfin, là, je vous renvoie à tous les activistes qui sont meilleurs que moi dans un tas de sujets. Ouais. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous dis, ce n'est qu'un au revoir, hein, parce que évidemment, parce que je vais essayer de continuer ce travail comme je pourrais, en fonction de ce que je ferai. En tout cas, un grand merci, et puis vraiment, c'était, comme l'a dit Christelle, vous nous avez fait chaud au cœur, vous m'avez fait chaud au cœur à de nombreuses reprises. Sans vous, on n'aurait absolument rien fait non plus, évidemment. Donc, un grand merci, et puis au revoir. Donc, la prochaine fois, ce sera à Moscou. Et que vous dire, la victoire, de toute façon, est à nous. Voilà, donc j'espère que, enfin, j'ai bien aimé les commentaires, j'espère que vraiment ça vous a plu d'entendre Laurent Braillard. Alors, pour celles et ceux qui le découvrent, je vous invite à regarder en différé l'émission qu'on a faite entre 17 et 19h cet après-midi avec Jean-Baptiste, et vous pourrez entendre donc une autre entrevue où il raconte quelques témoignages de victimes de torture, de groupes paramilitaires, voire de bataillons intégrés à l'armée ukrainienne officielle. Et je vous montre aussi de nouveau dans le site internet Donbass Insider, je vous montre les articles de Laurent Braillard. Voilà. Donc, vous allez dans le site internet, vous mettez Braillard dans la barre de recherche, et puis vous voyez là, vous avez
vous avez les articles qu'il a fait pour justement exposer, rendre compte de l'existence de ces différents bataillons ultranationalistes et d'obédience nazie. Et lui-même disait qu'il en avait qu'il aurait jamais imaginé qu'il y en avait autant, et il dit qu'il en a recensé 124 ou 125. Donc c'est quelque chose dont il faut être conscient, et c'est une information qu'il faut justement partager autour de soi. J'ai montré tout à l'heure le commentaire de Corinne qui disait qu'elle avait réussi à faire ouvrir un peu les yeux à quelqu'un qui était victime de la propagande des États-Unis, de l'OTAN et de l'Union européenne. Donc voilà, on ne sait jamais, lorsqu'on essaie d'ouvrir l'esprit aux personnes autour de nous, on ne sait jamais finalement si ça va réussir ou pas. Alors bien sûr, parfois il faut pas longtemps avant de se rendre compte que la personne est totalement fermée. Alors dans ce cas-là, on perd son temps. Mais voilà, on ne sait jamais. Alors je voulais terminer en vous remontrant des informations que Jean-Baptiste avait montrées sur le site, sur la plateforme qui s'appelle Mirodvorets, parce que justement Laurent Braillard et Christelle Néant en parlent à un moment donné. Donc je vais vous remontrer ces informations que Jean-Baptiste avait cherchées sur ce site. Donc c'est un site qui jusqu'à ces derniers temps, d'après Jean-Baptiste, était peut-être hébergé en effet par l'OTAN en Virginie, mais Jean-Baptiste disait que dernièrement, quand il avait consulté, il avait vu disparaître la mention de l'État de Virginie aux États-Unis. Et donc le nom, normalement en ukrainien, veut dire artisan de paix. Or, c'est tout le contraire, puisqu'il prône les actions de représailles violentes contre des personnes qui sont supposément anti-ukrainiennes, qui font des activités subversives contre le régime de Kiev, le régime officiel de Kiev. Et donc ce site a été fondé par un individu qui s'appelle Georgi Touka, dont vous voyez la photo ici. Comme le disait Laurent Braillard, ne serait-ce que la page d'accueil de ce site est déjà horrible, puisque vous voyez des photos de cadavres de soldats russes. Et comme il le disait aussi, eh bien, il y a quasiment aucun organisme qui s'occupe des droits humains qui s'est ému de l'existence de la page d'accueil de ce site. Et donc le but de cette plateforme, c'est de dresser la liste de toutes les personnes qui sont considérées comme ennemies de l'Ukraine. Et lorsque une personne est décédée, eh bien à ce moment-là, la photo qui la montre est barrée avec un mot qui veut dire liquider. Et comme Christelle Néant l'a dit pendant l'entretien, eh bien par exemple, il y a une femme qui s'appelle Daria Dugin qui a été tuée quelques jours après que ses informations personnelles aient été publiées dans cette plateforme. Alors, ce que Jean-Baptiste avait expliqué aussi, c'est qu'il avait trouvé des indications concernant cette plateforme très bizarrement et presque miraculeusement dans un article de Libération. Et en fait, c'était lorsque Ségolène Royal avait manifesté de certains doutes quant à la possibilité pour le régime de Kiev de gagner ce conflit. Eh bien, bizarrement, sa photo était apparue dans la plateforme, et c'est pour ça que Libération avait publié un article concernant ce site Mirodvorets. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de journalistes qui donnent un point de vue différent ou qui se contentent d'émettre des doutes sur le caractère honorable du régime de Kiev. Et donc, il suffit de ça pour que ces journalistes soient mis sur cette liste. Donc, Laurent Braillard a évoqué à un moment donné Adrien Boquet. C'était un Français qui a à un moment donné fait partie de corps de volontaires du côté des républiques de Donetsk et de Lugansk. Et donc, il a été victime d'une tentative d'assassinat en Turquie. Et il avait, comme vous le voyez sur la photo, il avait été interrogé par André Berkoff à Sud Radio. Il y a Christelle Néant, bien sûr. Xavier Moreau, qu'on a vu dans l'entrevue que j'ai montrée en fin d'après-midi, dans la première partie de l'émission. Il peut y avoir aussi des personnalités politiques françaises, donc comme je vous disais, Ségolène Royal, par exemple. Et Jean-Baptiste faisait remarquer que lorsqu'il avait essayé d'accéder lui-même à cette plateforme, eh bien,
pour l'instant, il n'avait pas pu trouver les noms de ces personnalités. Mais il disait que c'était peut-être parce qu'il fallait un accès spécial pour pouvoir accéder à la liste complète. Voilà. Donc ça, c'est cette plateforme qui s'appelle Mirodvorets, dont Christelle Néant a parlé. Et ne serait-ce que, comment dire, comme le dit aussi Laurent Braillard, c'est quelque chose qui est inédit dans l'histoire des conflits, parce que à partir du moment où en 2014, le régime de Kiev qui donc s'est mis en place à partir du coup d'État du Maïdan, ce régime a décidé d'appeler la population russophone de l'Est de l'Ukraine qui avait commencé à faire des manifestations anti-Maïdan, donc le régime a commencé à les appeler de terroristes. Et donc à partir de là, effectivement, le Mirodvorets n'a plus aucune limite, parce que n'importe qui peut être terroriste. Et pour faire la comparaison, il faut juste penser que pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, les Français et les Françaises qui résistaient à l'occupant allemand nazi et qui résistaient aussi au régime fasciste de Vichy, eh bien, si ces résistantes et ces résistants avaient été signalés par une telle plateforme avec leurs photos, leurs informations personnelles, leur localisation, je me suis dit que peut-être il n'y aurait pas eu 5% de résistants qui auraient réussi à tenir pendant 4 ans contre l'occupant nazi et contre le régime de Vichy. Donc franchement, c'est quelque chose effectivement d'inédit, et c'est quelque chose qu'il faut faire connaître aux gens, parce que l'existence d'une telle plateforme montre que le régime de Kiev n'est absolument pas honorable. S'il n'y avait que ça, en plus de toutes les autres informations qu'on vous a données tout à l'heure avec Jean-Baptiste, s'il n'y avait que ça, ça suffirait à se faire une idée de ce régime corrompu. Voilà. Donc j'en ai fini. Merci Kate. J'espère vraiment que ça vous a plu. Donc j'en ai fini avec cette seconde partie improvisée consacrée à Laurent Braillard, ce journaliste citoyen qui œuvre depuis 2015. Et puis je vous donne rendez-vous. Donc alors si vous voulez, encore une fois, si vous voulez revoir la première partie de cette émission, elle est disponible dès à présent sur la chaîne Crowdbunker de Julie et Lilou. Et puis je vais la publier aussi sur ma propre chaîne Canal Jack. Et je vous donne rendez-vous encore une fois vendredi pour l'émission numéro 7, pour une voix dissidente numéro 7. Et comme je l'ai dit à 19h, ça sera probablement une professeure d'université qui va nous expliquer qu'est-ce que c'est que la propagande de guerre et quels sont les 10 principes d'une propagande de guerre qu'elle a pu extraire de ses recherches historiques. Voilà. Donc ça, c'est pour vendredi à 17h.